Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Un tragique accident s'est produit ce matin à l'entrée de Louga. Bilan 5 morts et 32 blessés, dont 15 dans un état critique. Les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. La réaction dans ce journal du commandant de la caserne des sapeurs-pompiers de Louga. Nous sommes le 11 avril 2023 et la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de la présidentielle a démarré il y a exactement 5 jours pour rassurer une participation massive des jeunes. La coalition des organisations de la société civile pour les élections a initié une vaste campagne de sensibilisation des primo-votants. Le COSE encourage le dialogue entre politiques. Cette période préélectorale est une période propice aux manifestations, des manifestations qui ont un impact négatif sur le calendrier scolaire, des conséquences qui ont fait réagir la COSIDEP, la coalition des organisations pour la défense de l'école publique. Elle a initié un panel sur la question. 5 morts, c'est le bilan d'un accident survenu à l'entrée de Louga. Un bus en provenance de Dagana s'est renversé à hauteur de l'usine Espia. 32 personnes ont été blessées, dont 15 dans un état très critique. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital Amadou Sahir Mbaye de Louga. Écoutons les précisions du lieutenant Saliou Ndiaye, commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Louga. Voilà, ce matin vers les environs de 10h17, on nous a alerté pour un dérapage suivi d'un renversement d'un bus. Voilà, le bus c'est l'horaire de Dagana qui a quitté Dagana pour allier Dakar. Maintenant, ce qu'on peut retenir pour le bilan, il y avait 37 victimes. Parmi les 37 victimes, il y avait 5 corps sans vie et 15 blessés graves et 17 blessés légers. Voilà, pour arriver à bout de l'intervention aussi, on a mobilisé tous les moyens, sapeurs-pompiers de la caserne de Louga, y compris du centre de Kébémer et du poste d'incendie de Géoul. On vient de Dagana, il venait de Dagana en partance vers Louga, vers Dakar. Voilà, les moyens utilisés, on a déployé 4 ambulances sapeurs-pompiers, un véhicule de secours routier, un fourgon pompe d'incendie, y compris les ambulances civiles du district sanitaire et de l'hôpital régional. Eux aussi, ils ont envoyé des ambulances pour prendre en charge toutes les victimes dans un délai court. Ouais. À présent, le témoignage d'un proche des victimes, Abbé Benoît Badeni, revient sur les circonstances de l'accident. Je suis à Louga, on était à Richard Toll pour les fêtes de Pâques en famille. Et ce matin, mon frère a quitté Richard Toll pour entrer à Dakar. Et on m'a appelé pour me dire que voilà, il y a eu un accident. Donc mon frère faisait partie et malheureusement, il est décédé. Voilà, donc il y a mon frère, il y a mon papa également qui faisait partie et il y a également mon neveu. Heureusement, mon papa et mon neveu, ça va. Ils vont bien, peut-être psychologiquement mal, d'accord, mais bon, ça va. Mais malheureusement, il y a mon frère qui est décédé tout à l'heure. Je suis venu d'abord pour l'identification, parce que quand on m'a appelé, j'ai essayé de le joindre, mais c'était compliqué, je ne pouvais pas. Donc il fallait que je vienne pour voir un peu. Et après l'identification, exactement, que c'est bel et bien lui. Donc il est décédé. Je suis allé là-bas tout à l'heure, il paraît que le camion, le bus, évitait un autre véhicule. Malheureusement, il n'a pas pu avoir la maîtrise de son véhicule. Donc, c'est là la provenance de l'accident. Le bus venait d'où? Le bus vient de Dagana. Donc, ce sont les bus qui viennent de Dagana, qui font directement à Dakar. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé à destination. Du nouveau dans l'affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, la date du procès en appel a été fixée au lundi 17 avril 2023 après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts. Mame Mbaye Niang avait interjeté appel jugeant le verdict trop clément.
Et puis, quelques jours seulement après le démarrage des révisions exceptionnelles des listes électorales, le collectif des organisations de la société civile pour les élections initie une campagne de sensibilisation pour l'inscription des primo-votants. Le COSE invite également les acteurs politiques à répondre à l'appel au dialogue du chef de l'État, Amadou Barry et Mafalfala. En pleine révision des listes électorales, le collectif de la société civile pour les élections sonne la mobilisation pour enrôler le maximum d'électeurs. Au total, le COS a déployé 46 superviseurs et 300 relais communautaires à travers l'ensemble du territoire. Ce membre du collectif appelle la classe politique à s'impliquer davantage dans ce processus clé avant le scrutin. La sensibilisation des électeurs sur les questions électorales, sur les réformes, n'incombe pas normalement seulement à la société civile. On ne sent pas les acteurs politiques aller dans le sens de mobiliser les citoyens pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Il y a un potentiel de 350 000 primo-votants par an. Lancé le 6 du mois et devant finir dans un mois, selon le secrétaire exécutif de l'ONG 3D, dans l'ensemble, le processus de révision des listes électorales se passe plutôt bien. Pour le moment, les difficultés, il n'y en a pas, seulement pour ceux qui confondaient, parce que l'information, pour certains citoyens, ils pensaient toujours qu'on pouvait s'inscrire avec les récépissés. Or, il y a une réforme récemment. Maintenant, c'est avec la carte nationale d'identité qu'on s'inscrit sur l'électoral. Cette plateforme de la société civile se félicite de l'appel au dialogue du chef de l'État et croit en ses chances d'aboutir. Il n'est jamais trop tard pour le réaliser. Même à 2 jours du scrutin, on peut instaurer un dialogue parce que le protocole additionnel de la CEDEAO permet que les consensus notés lors d'un dialogue politique puissent être intégrés dans le code électoral. Nous ne désespérons pas, même si on entend les 5 mois, si on parvient à avoir un consensus sur un certain nombre de points, ça peut être opérationnel. Fidèle à sa mission de régulateur du jeu politique, le COS a formulé une série de recommandations à la classe politique en vue d'une élection présidentielle apaisée. Et parmi les recommandations formulées par le collectif des organisations de la société civile pour les élections, la réforme du parrainage, Mounia Sissé s'en explique au micro d'Amadou Barry. Nous n'avons été jamais contre pour le parrainage. Je crois qu'au contraire, le parrainage optionnel permet même de réduire les doublons. Aujourd'hui, par exemple, si on disait que pour le candidat sortant ou le candidat du parti au pouvoir et pour les candidats qui ont déjà justifié d'une certaine légitimité et d'une certaine popularité, ce n'est pas nécessaire d'aller cueillir des parrains, ça permet d'éviter les doublons. Et le problème principal du parrainage, c'est le doublon. Alors, si aujourd'hui on dit le candidat de Yewwi Askan Wi ou le candidat de Benno Bokk Yakaar peuvent être parrainés par leurs députés, par exemple, s'il justifie de, par exemple, 20 députés, 25 députés, 30 députés selon, mais ils ne vont plus prendre des parrains, que ce soit Yewwi par exemple, que ce soit Benno, et ça permet de réduire le taux de doublons qu'on constate en général, parce que le principal problème du parrainage, c'est le doublon en fait. Il n'y a pas autre chose que les doublons qui posent problème. Donc pour nous, le parrainage optionnel qu'on appelle le parrainage à la carte permet à ce que, alors, le candidat au pouvoir, sa coalition, puisse avoir 50 députés ou 30 députés, ou ceux qui n'ont pas de députés peuvent se faire parrainer par des conseillers municipaux. On dit pour chaque candidat qui justifie d'une possibilité de se faire parrainer par un nombre tant de conseillers municipaux, pourra se passer du parrainage. Donc il n'y aurait pas rupture d'égalité entre les candidats parce que le parrainage est là. Intéressons-nous à présent à l'influence négative de la politique sur l'éducation à l'école. La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique interpelle les autorités. Selon la COSIDEP, il urge de s'interroger sur les conséquences des manifestations politiques et des élections sur le calendrier scolaire. Explication, Mamseine Boubabou et Barassao. L'espace scolaire de plus en plus politisé, les manifestations politiques dictent leur calendrier aux établissements scolaires. Pour la Coalition nationale sénégalaise pour la défense de l'éducation, il y a lieu d'alerter en cette veille de reprise des cours. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des menaces qui planent venant du ministère de l'Éducation, mais ensuite avec des répliques d'organisations d'enseignants.
Cela fait qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous devons continuer à être vigilants, à être prospectifs pour pouvoir alerter. Alerter dans le sens de dire qu'il serait essentiel que l'on puisse bien traverser ce trimestre. Beaucoup de défis sont attendus au dernier trimestre de l'année scolaire, en cause le contexte préélectoral. Le directeur exécutif de la COSYDEP appelle le chef de l'État à instaurer un climat de paix dans le pays. C'est déjà la stabilité du système éducatif dans cette période, nous le pensons. Nous considérons aussi des débats et des échanges dans le cadre préélectoral qui puissent faire des réflexions, des propositions pertinentes pour le secteur de l'éducation. Notre appel, c'est de demander au chef de l'État, qui est garant des libertés individuelles et collectives, de conduire toutes les parties prenantes vers cette période de pacification. La relation entre politique et syndicats a été également au cœur du débat. Les enseignants ne doivent pas politiser l'espace scolaire. Que les enseignants sont attendus justement à être très politiques. Je ne parle pas de politiciens. Politique dans le sens d'éclairer les communautés, d'accompagner les communautés. Et c'est ça justement qui est attendu d'un enseignant. Ils sont dans la profondeur du pays, ils sont dans les zones les plus reculées, ils ont 3 mois de vacances, donc cela devrait les permettre de pouvoir accompagner davantage les communautés. Mais évidemment qu'une politisation du système éducatif ne peut pas être acceptable. Le secteur de l'éducation entretient des relations complexes avec l'espace politique. La COSYDEP prend les devants en appelant les différents acteurs au dialogue afin de trouver des solutions pour protéger le système éducatif. Et en Casamance, le roi du Sine et celui d'Oussouye lancent une caravane pour la paix. Sinig et Badjoum Ayi souhaitent également contribuer au maintien de la paix à l'échelle nationale. Une caravane culturelle sur la paix, le dialogue social et le développement durable est prévue à partir de cette semaine dans plusieurs localités du pays. Khadija Diouf et Moussa Fall. Le son du tambour, mélangé à celui du violon, communément appelé riti de Simon Sen, ouvre la cérémonie. Une cérémonie de lancement de la caravane culturelle pour la paix, sous la présence du Boursine et du représentant du roi d'Oussouye, qui a comme objectif de lutter pour la stabilité du Sénégal. Les autorités coutumières avaient un rôle à jouer pour la pacification de l'espace social, parce que ce sont des autorités qui sont très proches de la population et qui ont toutes les chances d'être directement et mieux entendues par la population. Et c'est dans cet esprit que cette caravane culturelle pour la paix va être organisée, et vous aurez noté le qualificatif culturel, parce que nous espérons à l'occasion de cette caravane répertorier et mettre en valeur tous les mécanismes traditionnels de pacification de l'espace social. Le président du comité d'organisation parle de la perpétuité des héritages des ancêtres, incarnés par le dialogue social et le cousinage à plaisanterie. Il s'agit de prévention de la paix, prévention des conflits, avec la parenté à plaisanterie que nous partageons avec nos amis Diola et nos amis Halpulaar, donc du nord au sud du Sénégal, en passant par le centre qui est le Sine, mais aussi tous les autres mécanismes de médiation sociale. Pour mieux ancrer la paix dans les terres sénégalaises, le représentant du roi d'Oussouye implique les autorités sénégalaises. L'appel qu'on leur lance, c'est de savoir que nous, tous au Sénégal, nous aspirons à la paix et que tous les discours et tous les actes qui sont posés doivent converger vers cette valeur-là. Dans un climat assez tendu au Sénégal, une caravane sera organisée du 12 au 16 mai, une initiative qui permettra aux Boursines et au roi d'Oussouye de faire le tour dans plusieurs localités du Sénégal afin d'y promouvoir la paix.
Allons à présent à Guinte-Pathé, c'est dans le département de Koungheul. Les jeunes dénoncent une recrudescence de l'insécurité, une situation due selon eux à l'éloignement du poste de gendarmerie situé à 70 km du village. Ils exigent la construction d'un poste de gendarmerie et la réhabilitation de la route pour désenclaver le village. Oumar Ndiaye et Boubacar Fall. Ce chemin dont il est question part par la route nationale numéro 1 à hauteur de Mbaye et passe par Makayop, Ngueran, Ngayen jusqu'à Guinte-Pathé. Il s'agit d'une route caoutchouteuse dont la traversée est un parcours de combattants et c'est pour ces raisons que les jeunes ont décidé de lever à nouveau la voix pour appeler à l'aide. Le président Macky Sall est venu à Guinte-Pathé lorsqu'il faisait sa campagne pour sa première élection à la tête du pays. Vous avez vous-même constaté l'état de la route. D'ici Koungheul, sur une distance de 45 km seulement, nous faisons 2 heures de temps, de 15h à 17h, ce qui renseigne sur l'état de cette route. En période d'hivernage, n'en parlons même pas. S'il pleut le matin, il est impossible de se rendre à Koungheul. Sur le programme Khayundaouni, les jeunes sont oubliés. Pour une grande commune comme celle de Guinte-Pathé, nous ne disposons même pas de stade. Vous imaginez? À cela s'ajoute l'insécurité, puisque le poste de gendarmerie le plus proche est à plus de 70 km de cette localité, niché entre les forêts de Makayop et du Ferlo. Nous avons besoin d'un poste de gendarmerie parce qu'il y a beaucoup de vols de bétail dans la localité. À Guinte-Pathé, c'est le président Macky Sall qui est toujours à la tête durant toutes les élections. Mais nous sommes laissés en rade. Au même moment, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, était en tournée dans le département de Koungheul, mais l'étape de Guinte-Pathé sera marquée par des échauffourées qui ont éclaté entre des jeunes favorables au maire de la localité Mbourouka et les partisans de notre militant du nom de Prince Gueye. Activité de la centrale à béton de Biza à Rufisque-Est, le gouverneur de la région de Dakar invite l'usine à revoir ses aménagements. Il était en visite à la cité Al-Madia et à Diazaka pour s'enquérir de la situation là-dessus. Baba Dramé, directeur de l'environnement et des établissements classés, il est au micro de Babacar Seck. Donc Biza a déjà fait une analyse environnementale initiale qui a été sanctionnée par un certificat de conformité environnementale. Et la deuxième étape maintenant consiste à avoir l'autorisation d'ouverture et d'exploitation. Parce qu'il faut quand même reconnaître que jusqu'à présent, l'usine fonctionne mais n'a pas encore une autorisation en bonne et due forme. Et le ministre de l'Environnement avait demandé à monsieur le gouverneur de réunir la commission départementale de protection civile pour venir visiter le site, échanger avec les populations et de lui donner un avis sur la base duquel il va poursuivre la procédure d'instruction de ce dossier. Donc aujourd'hui il y a un conflit qui est là entre les populations et Biza. Donc dans un premier temps, ce que l'État a fait, c'est donner des prescriptions techniques pour limiter autant que faire se peut les pollutions qui sont incriminées, parce qu'il y a, semblerait-il, des problèmes de blocage de voies que les populations utilisent régulièrement pour se déplacer. Donc le gouverneur, en rapport avec l'ensemble des services concernés, a pris toutes les dispositions nécessaires pour proposer un schéma d'aménagement qui puisse permettre à Biza de continuer pour le moment ses activités sous très haute surveillance de l'administration, tout en permettant maintenant aux populations de pouvoir vaquer à leurs occupations, d'aller et de venir sans pour autant avoir des contraintes. Dans le cadre de la mobilisation de ressources pour la construction de l'église Saint-Jean Bosco de Nord-Foire, l'archevêque de Dakar a organisé la deuxième édition de la cérémonie de louange et d'adoration. Le terrain est déjà acquis et la construction de l'église va coûter 600 millions de francs CFA. Voici à ce propos l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, et Victorine Dey, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Vous savez qu'avoir un lieu de culte fait partie de l'identification de communautés qui confessent leur foi. Et la communauté de Nord-Foire attend depuis assez longtemps la possibilité d'avoir un lieu de culte. Il a fallu d'abord résoudre le problème d'acquisition d'un terrain. Maintenant que le terrain a été acquis, on est dans la recherche de fonds pour construire l'église. C'est le lieu où on célèbre la foi
Et c'est aussi un moyen de dire notre identité chrétienne. Alors je me réjouis de cette mobilisation. Je remercie tous les partenaires qui se sont mis en branle pour nous y aider. Je salue Madame le ministre Victorine Dey. Je salue aussi l'implication de l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de ce projet. Et donc l'appel, c'est de dire, mobilisons-nous. Nous savons que la plupart de nos fidèles sont plutôt de conditions modestes, ce qui limite évidemment leur possibilité à contribuer. Mais je pense qu'on est capable de plus de générosité que ce que l'on fait. Un premier pas a déjà été fait par son Excellence le Président de la République, qui a accompagné et financé l'acquisition du terrain pour un montant de plus de 1,5 milliard. C'est à travers notre foi que l'on peut se déterminer. Et le premier pas a été fait. Il reste maintenant, comme a eu à le dire Monseigneur, la cotisation, la contribution des fidèles à la construction de cette église, des fidèles, des partenaires et de tous les Sénégalais. Tous ces actes de dévotion que nous venons aussi de célébrer avec la fête de Pâques fassent rejaillir dans notre pays beaucoup de paix, beaucoup de fraternité, beaucoup de collégialité comme on l'a toujours connu. Sport à présent, la Fédération sénégalaise de basketball a procédé cet après-midi à l'installation du comité électoral. Le président sortant a profité de l'occasion pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur les accusations du CRB et de l'amicale des anciens basketteurs et basketteuses du Sénégal. Babacar Ndiaye rassure son équipe et lui sont en conformité avec les textes. Nous l'écoutons au micro de Saïkou Seydi. Non, moi je n'ai pas encore eu de cas adverse, parce que cas adverse, il faut d'abord déposer pour être un adversaire. Par contre, ce que je peux dire pour la recevabilité des candidatures, les textes de la fédération ne datent pas d'aujourd'hui. Les textes, la dernière réforme date de 2021, donc ça fait 2 ans. Et si vous parcourez les textes, il y a 3 personnes qui sont habilitées à participer, 3 catégories de personnes qui sont habilitées à participer à l'Assemblée générale. Il y a d'abord les mandataires des clubs, ensuite il y a les membres sortants du comité directeur et les cooptés du ministère. C'est écrit noir sur blanc. Moi je suis un membre sortant du comité directeur, président sortant, qui ne peut pas cumuler ses fonctions de président de fédération avec celles de président de club. Donc, pour ces raisons, la fédération avait décidé. Mais également pour donner de l'autonomie aux membres du comité directeur, parce qu'on ne voulait pas que les membres du comité directeur soient sous le poids de leur club. On a décidé que les membres sortants du comité directeur n'ont pas besoin de mandat de club pour participer. Et c'est conforme à la réglementation internationale, à la FIBA, pour candidater à un poste de FIBA. Soit vous êtes mandaté par une fédération, soit vous êtes un membre sortant, vous pouvez vous représenter. Et c'est cet élément qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite et